Après Moscou, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est à Kazan, dans la capitale de la République du Tatarstan, en Fédération de Russie. Après les honneurs, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête élargi aux différentes délégations. Bamako et Kazan renforcent ainsi leur coopération dans divers domaines. Les producteurs seront payés dans la première semaine du mois de juillet afin de mieux entamer la campagne agricole 2025-2026. Une annonce forte du ministre de l'Agriculture. Daniel Simeon Kéléman ajoute également que des dispositions sont prises pour livrer les engrais dans un bref délai. Des informations partagées avec la presse ce matin. Les professionnels de médias veulent redorer le blason du paysage médiatique malien. La HAC, en collaboration avec la Maison de la Presse, vient de lancer les journées d'échange dédiées à l'autorégulation des médias. Il s'agit de canaliser les dérives constatées dans le secteur tout en renforçant la liberté d'expression. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants au Mali. Le thème retenu pour cette 24e édition est « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire. Accélérons nos efforts ». Occasion pour la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle de sonner l'alerte pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition poursuit sa visite officielle en Russie. Après Moscou, le général d'armée Assimi Goïta est arrivé ce matin à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, à 1 heure de vol de Moscou. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République du Tatarstan, Rustam Minkanov, avec tous les honneurs. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la coopération entre les deux pays. Le président de la transition qui est reçu par son homologue de la République du Tatarstan avec la séance de travail entre les différentes délégations dans plusieurs domaines. À noter que le Tatarstan est une république autonome de la Fédération de Russie. Un nouveau chapitre s'ouvre donc dans la coopération entre les deux pays. Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le RIS du Tatarstan, qui se rencontrent pour la première fois, ont eu un entretien en tête-à-tête avant de rejoindre les deux délégations pour faire le point des accords déjà scellés dans le cadre de la construction de la raffinerie d'or du Mali. Kazan, une ville économique parée aux couleurs du Mali pour magnifier les liens de coopération Mali-Russie. Les deux présidents ont échangé sur les secteurs qui peuvent être en plus à cette coopération, outre celui des mines. À l'issue de la rencontre, les deux pays ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la société de raffinerie du Mali. À suivre donc le compte-rendu de nos envoyés spéciaux au cours de ce journal. Lors de sa visite à Moscou, en Russie, le général d'armée Assimi Goïta a eu l'occasion de s'adresser à la diaspora malienne dans un cadre d'espoir. Le poids de l'histoire, de l'engagement et des aspirations du peuple malien s'est clairement fait sentir dans les messages du président de la transition. Voyons cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Gadebou Pérou, Sidiki Balo et Adama Kamara. Dans un cadre empreint de fierté nationale, arrive le président de la transition à la rencontre de la diaspora. Le moment est marqué par les accents vibrants de l'hymne national. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance.
La rencontre se déroule dans une atmosphère chargée d'espoir entre le pays natal et ses enfants vivant à l'étranger. Les Maliens de la diaspora réunis pour l'occasion ont eu l'opportunité de partager leurs réflexions et leurs aspirations. Leurs mots empreints de nostalgie et d'amour pour leur terre natale ont résonné au sein de cette assemblée. Ils ont évoqué les défis auxquels ils font face, mais aussi leurs rêves et leur désir d'apporter une contribution significative au développement du Mali. La communauté malienne en Fédération de Russie, à l'instar des deux autres communautés de l'AES, je veux parler du Burkina Faso et du Niger, est évaluée à environ 1500 personnes et est essentiellement composée comme suite. Primo, d'étudiants boursiers d'État, simples boursiers et contractuels. Secondo, elle est composée également d'officiers et élèves officiers militaires. Tertio, nous avons enfin des membres des communautés burkinabées, maliennes et nigériennes qui sont établis ici, qui sont là depuis plusieurs années. Il est à noter que les expatriés maliens, à l'instar des deux autres pays de l'AES en Fédération de Russie, sont en général bien intégrés dans la société russe et respectent les lois et règlements du dit pays. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, la diaspora malienne se souvient de votre première visite officielle lors du 2e sommet Russie-Afrique. La visite actuelle est qualifiée d'historique. La diaspora malienne en Russie, que j'ai l'honneur de présenter, salue les efforts du gouvernement malien en matière de sécurité et de développement. À mon nom propre et à celui de l'ensemble des étudiants et stagiaires maliens en Fédération de Russie, je tiens à rassurer son Excellence le général d'armée que nous poursuivons avec sérieux et dévouement le but de notre présence en Fédération de Russie, les études, et relèverons le défi afin d'apporter notre contribution aux différents efforts engagés par l'État depuis son accession à la magistrature suprême. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui d'être Maliens parmi nos pairs africains grâce à vous. Je profite de cette opportunité occasionnelle, Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, pour vous faire part de quelques doléances formulées par mes camarades étudiants et moi. Ces doléances, elles sont les suivantes. Une possibilité de stage pratique pour les étudiants maliens en Fédération de Russie afin de consolider la connaissance théorique. Une possibilité de révision de la décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par rapport au changement de ville et de spécialité. Parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui sont confrontés à ces problèmes. Par méconnaissance, ils choisissent des filières ou des villes. Et une fois en Russie, ils sont confrontés à d'autres réalités. La reconnaissance du diplôme de fin d'études doctorales en russe, diplôme à aspiranturi, au Mali comme équivalent du PhD. À la suite de ces échanges nourrissants, le président a pris la parole dans un discours franc et direct en langue officielle bamanakan. Il a su toucher le cœur de ses compatriotes. Étudiants en Malien femme siglen bien kafra ambalma aysi mo bekan ani ambalma frakin to femme bien ani antela ka Russie ambe foli bla obela dante foli mina ana okumu muna wi ani lisiga janyo asrai ya sanda mando ambe janyo la donc akaka anga nyongo tukuni ay baram ndamne kakmo baraka mun gara mu make anga mun ke tukuni mais même vraiment fo ani lisiga janyo la Aramadia la January fin flabe no tala drobe bola floplo nyumo buin ani danea no fin flati pokola na fatula dobi ani tiche na madania be nyumo buin be donc ukakan o folika bla risula donc be président Vladimir Fo parce qu'il y a des invitations en une délégation besrandi donc ukumu konnala ambe folibla président Putina janyumona oui invitation mun chama donc ani risika janyoya barabe fin sabare kan ya jetemne aflo et défense ni sécurité ani diplomatie
en développement. Donc il y a Mali ni disiga janyuara madame ne depuis président Mburu petaka watila apart là watu dona si akuna na sulu sala mais ala baka transition seli abara la kurara tuguni fanga drama. Donc okumun konna la anga da yin flop ni la kana okumun konna ye ay bara dam loka. Donc ni a jete ne bi la kana okumuna baratima kara ani resuche parce que gala flop manga jamana kan o gala flop ni jamana kun be klali Sénégal. Donc o kun ye gala flop anga jamana kun be fakla. Donc ni a jete ne force étrangère mi akumeta ba tan kononton ani kemedro o ministre mi ba tan dure barkan force tokumeta ba nani ani kemedro la donc o be fanyo kumta ba tan kononton ani kemedro la donc ya 100 ans ona fo masakana bo o fra ga force kan passamate mena sisite bo mais anga be joran ko ngi fon be ko jamana kala do me senga bo ali bi o mena sibe jamana gane fo ka ta fo mun gara o mena simi ganga jamana kan ko fo anga jamana kala donc o de fin fana anga kale de quoi akra mali si bien fin mo ga président mo ga malien amanga so anga jamana ka kala o mena sibe ne sala danga jamana be jamana do nyonche ni mun kontan bo sama tana akini bro fe ni mun dimino ba sama tana ni mun bro fe do begi kana fa sara sura nyanga jamana kan namura sugoi dora tu anga nga bukono bibina do nya jetemne anu siga janyungala sanfla konna la asanga anga dugo bobemne parce que anga la ni flo mi parce que sécurité ke sécurité be la inu ne bi la ni pelen fla saba donc idala je munga gelen flo bi bara ko reka donc la ni flo ki mi anga jamana reka kambu flo do nya jetemne bibina o dugo ba fote bibina ko mo be jatiga wale mo bolo anga sura suba bela mais on a ta gelam sunum be o tebala mais mu ka nga gele flo anga jamana kana bochana do ala barkala o ko be sena bo minan ko fana la o madugo mo shila minan chama yinina bo minan do chama ra mo gola mais do ma ra mo gola parce que do tira mo gola ni na ayra don sira mo gore ba do re ka soro mo ma kuma ko do ko be on a essayé Mali ni Burkina Niger donc a essayé créera 6 juillet 2024 a créé Niamey donc ainsi la une flow ni sécurité di aba ni jamana sababu ko nga jatiga wala mo kele mais anana yi kele mundu ateta fu mo fa frangonga bon ani Burkina sababu an jamana sababu ka digumi kele anga dal to kele bon an na jatemne fana janfanga bo jogoro ni waf ma jat ko le kele re ko janfanga bu ko juda te saka nyafan fana ga franyonga mumma to am saka kele ngatu ko mona do de grala ni fulo donc mumma to am franyonga jat ko le kele parce que jat ko le mo ko te do kele tula ko nous na di Burkina Chine ou Niger Chine ou Mali ou tin ko du nyonje. Le président Goïta a aussi rappelé les valeurs d'unité et de solidarité qui unissent tous les Maliens où qu'ils se trouvent, soulignant l'importance de la diaspora dans le processus de reconstruction et de développement du pays. Il a appelé chacun à s'engager pour le Mali et à être des ambassadeurs. La dynamique de l'Est repose sur la jeunesse. Ça veut dire qu'il faudra décoloniser les mentalités. Parce que tant que vous êtes complexé, tant que vous avez peur de faire face à ces gens-là, ça n'ira pas. Ce n'est pas des diables, c'est des individus comme nous. Amsra Mounakanga a fait Keleke. Ani visitera Djenia, est-ce que Mangambala? Est-ce que Mangambala? C'est la même chose. Mais nous avons fait Keleke. Et vous avez fait un taca en quel joint. Non, comment tu l'as dit? Tout sauf ça. Voilà, tout sauf ça. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. C'est le minimum qu'on vous demande. De quoi avez-vous peur? Moi, je ne sais pas. Tout
tout ce comment se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents là, nous accompagnent seulement, font des bénédictions, mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat, quoi. Si vous avez peur de prendre le risque, mieux vaut abandonner le combat. On va déconstruire un système qui nous a été imposé pendant 60 ans. C'est de ce qu'il s'agit. On est contre personne, on se défend nous-mêmes. On veut qu'on soit respecté. On veut que nos autres aussi soient respectés. On n'a insulté personne, on n'a offensé personne. Mais si on vous dit que non, si vous faites ça, les Blancs vont vous tuer, les Blancs vont vous faire ceci, cela, mais c'est tant pis pour vous. Mais du coup, vous avez peur. Il faut affronter ce combat-là. Il faut faire ce combat-là. Génétique là. Kodo faut de ka Kongoro. Il chege boula. Ni sera là il quoi. Parce que il parce que c'est quand il dans ça quoi. Bon en se rend là c'est quoi. Ça a bouger plus quoi. Kogolantin, c'est une question de mentalité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question d'état d'esprit. Ça n'est plus qu'à faire. N'est plus faire domodo ikaramadia bani. Et tous ces jours là-bas. Effrayer les gens sont complexés, tout ça c'est l'état d'esprit. Tant que votre mental est faible, c'est-à-dire que vous n'irez nulle part. Donc, un mental en acier. Ce combat, c'est la jeunesse. Donc, si les gens pensent que ça c'est le combat du président Tchani, c'est le combat du président Traoré, c'est le combat du président Bouta. Non, c'est pour l'éternité. Nous, on va commencer. Mais sur certains, d'autres doivent prendre la relève. C'est de ça qu'il s'agit. La rencontre a permis de renforcer les liens entre le président et la diaspora. Elle a offert une vision d'espoir et d'engagement, une invitation à collaborer pour bâtir ensemble un Mali fort et prospère. En somme, cet événement a été bien plus qu'une simple rencontre officielle. Il a constitué un moment historique, un élan vers un avenir commun, empreint d'ambition et de solidarité renouvelée. Ici, à Bamako, le ministre de l'Agriculture, Daniel Séméon Kelima, a animé ce matin un point de presse sur l'évolution de la campagne agricole 2025-2026. Une campagne prometteuse malgré les retards accusés dans le paiement des cotonculteurs et la mise en place des intrants. On retient que le paiement des producteurs sera bouclé la première semaine du mois de juillet. Des dispositions sont prises également pour livrer les engrais dans un bref délai, des assurances données par le directeur national de l'agriculture et le PDG de la CMDT. Un point de presse suivi par Siaka Konati et Aruna Diara. Le Mali s'est fixé un objectif de production de 11 696 721 tonnes de céréales pour la campagne agricole 2025-2026. Une analyse de la pluviométrie jugée excédentaire, des surfaces emblavées et de la mise en place des engrais. Cette analyse donc fait dire aux spécialistes qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car la situation est identique ou meilleure que celle de l'année dernière pendant la même période. Pour l'approvisionnement en intrants, déjà pour la loi des finances, vous avez constaté qu'on a déjà les 17 milliards 600 millions qui ont été annoncés. Et sur ça, nous avons déjà pour le projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides, PEDASAM, sur le financement de la Banque mondiale, on a déjà acquis 21 453 tonnes d'engrais minéraux. Il y a déjà des emblavures qui ont été signalées. Par exemple, au niveau du riz, nous sommes déjà à 49 280 hectares, soit 5,40% des emblavures prévues. Maintenant, pour les céréales sèches, en termes de maïs, sorgho, mil et fonio, nous sommes déjà à 307 663 hectares réalisés. Le président directeur général de la compagnie malienne pour le développement du textile, CMDT, affiche lui aussi la sérénité, se disant confiant malgré les retards accusés dans le paiement des cotonculteurs et la mise en place des engrais. Des dispositions sont prises pour que les producteurs aient l'air du début et juillet. Des mesures sont déjà prises et sont en exécution pour pouvoir mettre chacun dans ses droits.
Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà à 63,88% de réalisation, de paiement. Et même là aussi, cette situation aussi n'est pas nouvelle. Comparé au niveau de paiement des cotonculteurs l'année passée, à la même date, le 20 juin, nous étions à 63,38. Et nous sommes confiants pour dire que d'ici la fin de la première semaine du mois de juillet, tout serait clos. Pour le complexe coton, nous sommes à un taux de livraison de 43,23%. Pour le complexe céréales, 38,93% et l'urée, 19,89%. L'année dernière, le paiement des cotonculteurs a été bouclé le 30 août, donc en pleine campagne agricole, ce qui impacte leurs activités. C'est pourquoi le président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, Yacouba Traoré, appelle les autorités à inverser la tendance, donc le paiement à temps et la mise à disposition des engrais le 30 avril de chaque année. Et un appel entendu par les premiers responsables du département de l'agriculture qui s'engagent à veiller désormais sur la bonne gestion des engrais. C'est le lieu vraiment de remercier tout le gouvernement sous l'égide éclairée de son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et aussi du Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort, en tout cas pour que cette campagne, particulièrement la campagne cotonnière, soit une campagne réussie. Salue encore l'engagement de tous les cotonculteurs, et surtout leur résilience, et même les fournisseurs d'intrants. Mais je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de stock report cette année. Ça, c'est par rapport à la gestion des intrants. Il y a cette particularité, mais au fil du temps, nous allons assainir tous ces systèmes-là. Et pas de livraison fictive aussi. Ça, on va veiller à ça. Pas d'état d'âme avec les fournisseurs défaillants dont les contrats ont été rompus. Assurance du ministre Kilema. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 26 juin 2025, la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Elle vise à renforcer les actions menées avec un accent spécifique sur la prévention, ceci avec l'implication des communautés, d'où les thèmes national, prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. À cette occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a adressé un message. La synthèse du message avec Bemba Sibi. Le trafic et l'usage illicite des drogues représentent une menace pour la jeunesse, le développement et la sécurité. Face à ces menaces, les autorités de la transition ont fait de la lutte contre la drogue une priorité. Des réponses fortes, coordonnées et durables ont été apportées. Cette année, à la faveur de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, un accent particulier est mis sur l'implication des communautés. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu pour cette édition 2025 comme thème national, je cite, prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali, fin de citation. Cette thématique est un appel à l'action collective et à la responsabilisation de tous les acteurs, institutions, familles, communautés, sociétés civiles et les médias dans une approche inclusive et préventive. Déjà, le Mali dispose d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue assortie d'un plan d'action. Sa mise en œuvre a permis de renforcer les capacités des services spécialisés, améliorer la surveillance des frontières, entre autres. Parmi ces produits, nous pouvons citer, entre autres, 36 kg de cocaïne, plus de 1242 kg de cannabis, plus de 22 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits, plus de 2429 doses de crack et d'héroïne, plus d'une tonne d'appareils et accessoires de chicha et bien d'autres produits psychotropes et prohibés. Ces produits seront d'ailleurs incinérés ce jeudi à la faveur de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Ces efforts sont soutenus par de vastes campagnes de sensibilisation. Au cours de la période du premier semestre 2025, l'Office central des stupéfiants a effectué 128 campagnes de sensibilisation contre 84 pour toute l'année 2024. Ces campagnes ont permis de sensibiliser prioritairement les jeunes sur les dangers liés à la consommation des drogues. Elles ont également concerné les femmes, les hommes, les scolaires, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les organisations de la société civile.
Le volet prévention est l'un des axes prioritaires de l'Office central des stupéfiants pour inverser la tendance alarmante de la toxicomanie dans notre pays, car la prévention est moins coûteuse que la répression et s'avère plus efficace sur le long terme. Stop au terrorisme et stop aux stupéfiants. Voilà le thème débattu lors d'une conférence organisée par le cadre de la concertation régionale de la jeunesse de Caille. Objectif, renforcer l'engagement des jeunes pour la paix, la cohésion sociale et la lutte contre les fléaux qui menacent notre avenir commun. Reportage Issa Diakité. Initié par le cadre de concertation des jeunes leaders de Caille, 2 thèmes fédérateurs ont été dispensés aux participants au cours de cette conférence. Il s'agit de stop au terrorisme et stop aux stupéfiants. Ce n'est pas une arme ou bien la pilule qui construira ce pays. C'est la jeunesse qui construira ce pays. C'est l'union et la conscience collective qui bâtiront ce pays. J'étais aussi obligé de faire comprendre à la jeunesse qu'elle a le droit de rêver, mais elle a aussi le devoir de se protéger contre le terrorisme et contre la consommation des stupéfiants. C'est à nous de choisir ce que nous devons faire de notre vie. Soit basculer dans la terreur et la consommation, périr sans gloire ni honneur, soit nous responsabiliser, prendre conscience, faire de notre vie quelque chose d'utile à nous-mêmes, à nos familles et à toute la nation. Pour le représentant du gouverneur de la région, ces thèmes nous interpellent tous. Le pays a plus que jamais besoin d'une jeunesse saine qui jouit de toutes ses facultés. Une jeunesse efficace, dynamique, qui s'éloigne des excitants, bref, de tous les produits nuisibles et dangereux pour la santé, pour être des bras valides afin de jouer pleinement leur partition dans les actions de développement de notre chère patrie. Était présent à cette conférence le porte-parole de la présidente Fatoumata Batoulignan Daouda Kamara, des leaders religieux et coutumiers. Je vous le disais, la HAC, Haute Autorité de la Communication, en collaboration avec la Maison de la Presse de Bamako, a organisé une journée d'échange sur l'autorégulation des médias. Il s'agit de canaliser les dérives constatées dans le paysage médiatique tout en renforçant la liberté d'expression et la confiance. On en sait plus avec Mamadou Fani. L'utilisation des nouvelles technologies a favorisé l'arrivée de plusieurs nouveaux médias et hommes de médias dans l'arène du paysage médiatique. Il s'avère donc nécessaire que les médias eux-mêmes s'autorégulent pour minimiser les dérives de plus en plus fréquentes. La journée d'échange pour la mise en place d'un organe d'autorégulation des médias au Mali, initiée par la Haute Autorité de la Communication et la Maison de la Presse avec l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, est une réponse aux besoins exprimés par les autorités. Un organe d'autorégulation indépendant, inclusif et crédible peut jouer le rôle de veille, de médiation et d'encadrement. Il peut aussi contribuer à réduire les tensions entre les médias et les institutions étatiques. Notre accompagnement à votre initiative vise à une autorégulation pertinente des médias à travers la HAC. Les médias jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de l'état de droit. Et ce sont les citoyens maliens qui ont besoin de l'information claire et fiable pour qu'ils puissent faire leur contribution à la stabilité. La désinformation s'infiltre partout. Les règles de protection, des mesures et vérification des faits sont trop souvent négligées. La mise en place d'un cadre d'autorégulation devient une nécessité et aussi un impératif. Nous le savons tous. Les mécanismes d'autorégulation ont pour objectif de permettre aux professionnels eux-mêmes d'être les premiers garants des principes déontologiques qui font leur métier, loin de toute ingérence extérieure, mais dans le respect de la loi. Ce que nous visons ensemble, c'est de créer un tribunal des pairs, capable de réguler sans réprimer, d'accompagner sans censurer, pour un professionnalisme journalistique garanti. Le Mali entend s'inspirer de l'expérience de certains pays de la sous-région. Pour cela, 2 experts venus du Sénégal et du Bénin partageront leur expérience avec la HAC pour aboutir à un document qui servira de base de travail aux médias maliens.
Je le disais également, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle et ses partenaires techniques et financiers ont célébré la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants au Mali. Le thème retenu pour cette 24e édition est « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire, accélérons nos efforts ». L'objectif est de contribuer à l'éradication du travail des enfants. On en sait plus avec Fantama Magnentao. Cette 24e journée mondiale contre le travail des enfants est une reconnaissance des efforts fournis par l'ensemble des acteurs de la protection des droits des enfants. Elle vise à informer et sensibiliser les populations sur les méfaits du travail des enfants et ses pires formes. Nous soutenons l'initiative et les efforts de l'État dans la tenue des états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Notre combat, c'est la recherche du bien-être des enfants en vue d'atteindre leur plénitude. Cette journée nous donne l'occasion d'échanger sur la situation de ces nombreux enfants. Ces enfants qui, au lieu de jouer, d'apprendre, de rêver, portent des charges trop lourdes pour leur âge, vivent dans la peur et sont privés de leurs droits les plus sacrés, celui de grandir en paix et en dignité. Le travail des enfants, selon Moussal Sek, est sans doute un fait éminent et un souci redoutable pour l'Afrique, surtout le Mali. Je voudrais ici vous rassurer que votre cri de cœur sera entendu et que les notes de plaidoyer remises par votre présidente seront examinées avec une attention particulière afin de leur donner des suites favorables. Je puis vous assurer également que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger davantage vos camarades victimes de barbarie, d'exploitation par la mendicité, de travail domestique, d'exploitation sexuelle. Les enfants constituent l'avenir d'un pays. C'est pourquoi leur travail doit être éradiqué afin d'assurer leur plein épanouissement. Le directeur général de l'École nationale d'administration a présidé hier l'ouverture des sessions de formation sur la budgétisation sensible et le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique et les élèves fonctionnaires. L'objectif est d'intégrer désormais l'aspect genre dans la planification des finances publiques et dans les projets et programmes de développement. Les sessions sont organisées en partenariat avec l'UEMOA. Reportage Youssouf Diakité. Mieux comprendre la budgétisation sensible au genre, c'est toute la quintessence de ces sessions de formation organisées par l'École nationale d'administration en partenariat avec l'UEMOA au Mali. Il s'agit de renforcer les capacités des cadres de l'administration publique malienne et les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration. La budgétisation sensible au genre vise à intégrer la perspective des genres dans l'analyse budgétaire. La budgétisation sensible au genre permet à un acteur public de façonner les politiques publiques dans un objectif d'égalité des chances entre les femmes et les hommes. C'est une activité qui se fait en collaboration avec la commission de l'UEMOA qui a inscrit dans son axe numéro 1 la mise en œuvre de cette budgétisation sensible au genre pour permettre la prise en compte des femmes dans les politiques publiques, mais principalement dans les finances publiques. On se rend compte que leurs préoccupations spécifiques ne sont pas prises beaucoup en compte dans l'élaboration et l'exécution du budget. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'est particulièrement réjoui de l'intégration de ce module de formation. Le genre est transversal. Et les résultats, tous les départements sont redevables des résultats du genre. Mais au Mali, c'est le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille qui a eu la charge de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale genre. Et dans cette politique nationale genre, l'orientation 6 prône le genre comme mode de gouvernance. Et dans cette gouvernance, il est prévu vraiment la budgétisation, parce qu'on ne peut pas faire de planification sans budget.
Donc il est prévu une place importante pour la budgétisation sensible au genre. L'objectif final recherché par la Direction générale de l'École nationale d'administration, c'est de pérenniser des formations du genre. Les stagiaires de la deuxième promotion de l'état-major des forces de sécurité ont entamé lundi dernier une série de visites à Ségou, au gouvernorat de la région. Les stagiaires ont procédé à des exposés sur la région faisant état de l'étude sociale, économique et politique, la défense et la sécurité ainsi que l'organisation administrative territoriale et la coopération transfrontalière. La visite devra permettre aux stagiaires de mieux comprendre les enjeux et opportunités sécuritaires de la région. Compte rendu Honorotinu et Karamoko Traori. C'est une visite d'étude des stagiaires de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité dans la région de Ségou. La première visite a concerné le gouvernorat de Ségou où les stagiaires ont eu à échanger avec l'exécutif régional à travers des exposés sur des aspects socio-économiques et politiques de la région, la défense et la sécurité entre autres. Il s'agit pour nous de délocaliser l'enseignement de l'amphithéâtre de l'école à Faladié sur le terrain. Donc la question centrale est de savoir comment la gouvernance sécuritaire est mise en œuvre dans la région de Ségou. C'est ça qui nous motive et au cours de notre séjour, nous cherchons vraiment à comprendre la réalité du terrain. Pour mieux cerner les opportunités de la région, les stagiaires ont visité le centre Corée de Ségou, puis le centre Domo de Pelengana. Il s'agit en outre aussi d'explorer, sinon de toucher du doigt l'immense potentiel économique agricole de la région de Ségou, à travers ce qu'on appelle le centre culturel Corée, à travers le festival du Niger et Ségou Art, mais aussi de découvrir cette richesse aussi inestimable de Ségou Koro, qui est l'ancienne capitale du royaume Bambara de Ségou. On nous a donné à chacun un tissu et un pinceau et nous demander d'interpréter ce que nous ressentons. Oui, moi j'ai essayé de symboliser un peu l'AES. L'AES, c'est-à-dire le premier symbole, ça veut dire le voyage. Le deuxième symbole, ça veut dire la famille. Et le troisième, les liens. Les liens entre les différents peuples. Donc, le fait que j'ai voyagé pour venir dans un pays, le Mali, et je me sens chez moi parce que j'ai retrouvé une famille et aussi raffermir les liens avec cette famille que nous avons trouvée. Le stage à l'école d'état-major, qui est une volonté manifeste des plus hautes autorités du pays, servira d'un levier important pour une meilleure opérationnalisation sur le terrain. C'est un honneur dont vous êtes aujourd'hui le dépositaire. Je tiens également à saluer avec respect et reconnaissance le pragmatisme et la vision des plus hautes autorités de notre pays qui ont su poser les bases solides de cette école d'état-major des forces de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, est pleinement conscient de nos défis et de nos besoins. Et nous savons qu'il travaille inlassablement et avec détermination à les satisfaire. Ils sont au nombre de 34 stagiaires de l'AES, dont 2 du Burkina Faso et 2 du Niger. Un nouveau concept pour les artistes du Mali, Djigifa Blue ou Vestibule de l'Espoir, est un projet innovant mêlant la création artistique au social. Ce projet est un dispositif basé sur une tontine culturelle solidaire et durable destinée aux artistes et acteurs culturels. Djigifa Blue est une initiative du Centre Soleil d'Afrique. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre en charge de la culture. Reportage Ibrahim Kaoukonati. Djigifa Blon est un moyen privilégié pour les artistes et acteurs culturels de s'entraider mutuellement afin de faire face aux défis de leur secteur. Concrètement, Djigifa Blon repose sur une tontine culturelle. Chaque membre, artiste ou sympathisant, contribue par une cotisation annuelle modeste. Ces fonds combinés à ceux provenant de la vente d'œuvres, des spectacles, de dons, de subventions ou de sponsoring alimentent une caisse commune. Celle-ci permet de soutenir la création, la production, la diffusion, mais aussi constitue un fonds de garantie
pour assurer la continuité du projet. Diablo est un concept qu'on a initié depuis un moment. Après plusieurs échanges avec d'autres artistes, avec des acteurs culturels, compte tenu de la situation artistique au Mali, on s'est dit que qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment changer un peu la donne et prendre une nouvelle allure, une nouvelle attitude. On est arrivé à la création, à la mise en place de ce projet qui s'appelle Gingfa Blon. Donc c'est comme chez nous les Dogons, les Togona par exemple. Arriver à se motiver et à mettre en place des mécanismes qui nous aident dans la création et dans la diffusion, je crois que c'est des manques qui sont dans la politique culturelle même du Mali et que des initiatives du privé amènent à combler ces grands manques. Je crois que c'est l'espoir qui est permis. Selon le ministre Mamoun Dafé, cette initiative est l'une des solutions innovantes qui va beaucoup aider les artistes. Ce concept va aider à protéger les artistes et donc c'est une tontine. Ils vont travailler ensemble, ils vont mettre en commun leurs talents, coopérer ensemble, mettre des choses. C'est vraiment une imagination fertile et qu'il faut saluer et qui est en résonance avec la vision des plus hautes autorités qui, depuis quelques années, travaillent pour l'avènement des Malicrois. À travers une cotisation de ses adhérents, les artistes inscrits bénéficient en retour d'un accompagnement artistique et financier pour produire et partager leurs œuvres. Koula, localité située dans le cercle de Koulikoro, a accueilli mardi 17 juin dernier les activités de la quinzaine de l'environnement dédiée au reboisement. Cette initiative de la Grande Muraille Verte du Mali s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet portefeuille thématique Climat Sahel. La quinzaine de l'environnement a été une très belle occasion pour les initiateurs et les communautés locales de procéder à une plantation d'arbres sur une superficie d'1 hectare. Une démarche qui vise à sensibiliser les communautés bénéficiaires à lutter contre la déforestation et la coupe abusive du bois, également permettre à celles-ci d'adopter un comportement responsable vis-à-vis de leur environnement. Adama Traoré. Nous sommes à Koula, une localité située à plus d'une vingtaine de kilomètres de la capitale d'Inékétan. Pour l'occasion, elle vient d'abriter ce mardi 17 juin les activités de la quinzaine de l'environnement dédiée au reboisement. L'espace aménagé pour la circonstance est d'une superficie d'1 hectare sur lequel 200 plants ont été mis sous terre avec des espèces forestières locales de très grande valeur économique. Les objectifs de cette journée, c'est mettre en exergue les défis environnementaux et partager les préoccupations environnementales avec les populations de base. Sensibiliser les parties prenantes à adhérer et à s'investir à la cause environnementale. Donner des informations sur la désertification et les changements climatiques. J'ai vu aujourd'hui l'engouement autour de cette journée et j'ai été aussi rassuré par rapport à l'engagement de la communauté ici sur place qui ne ménagera aucun effort pour assurer vraiment l'entretien de ces arbres. La quinzaine de l'environnement est une occasion pour les responsables du département d'inviter les uns et les autres à un changement de comportement. Cette activité a été initiée par la Grande Muraille Verte en tandem avec son partenaire technique, Enabel, qui s'inscrit effectivement dans son programme d'action, mais aussi la réalisation des activités de la quinzaine de l'environnement. Donc vous le savez bien que la Grande Muraille Verte, c'est l'initiative de 11 États à améliorer les conditions d'existence dans cette bande sahélo-saharienne. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation des jeunes et des femmes de la communauté de Koula sur les enjeux de la Grande Muraille Verte du Mali, à travers la mise en œuvre du projet portefeuille thématique Climat Sahel au titre de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Réception technique du nouveau centre technique construit dans la zone aéroportière par la FIFA dans le cadre de son projet Forward. Le centre technique dont la pose de la première pierre a eu lieu en 2021 est un des rares joyaux architecturaux dans la sous-région qui va contribuer au développement du football malien. Le point de cette réception en attendant l'inauguration officielle avec Aridou Matina.
Le centre technique de football, l'ambitieux projet voulu par la Fédération malienne de football pour booster le développement de notre sport roi, vient de franchir une étape importante. La réception technique de l'infrastructure de grande portée, financée par la FIFA dans le cadre de son projet Forward, vient d'avoir lieu en présence d'une délégation de l'instance suprême du football mondial, conduite par notre compatriote. Dans la droite ligne de la vision de notre président Gianni Infantino, qui est de rendre le football véritablement mondial, le Forward est le programme phare de la FIFA. Sincèrement, ça va être l'un des meilleurs centres techniques de notre sous-région. Vous avez vu les bâtiments, c'est impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la réception technique de ce joyau. Il y a un lot qui concerne l'hôtel R+5, qui sera un hôtel de 4 étoiles. Il y a un autre lot qui concerne l'aménagement intérieur du domaine, et y compris 3 terrains, dont 2 naturels et 1 terrain synthétique. Il y a l'administration, et il y a l'amphithéâtre. Ensuite, il y a une unité médicale. Il y a une salle de gym. Le gros du problème reste aujourd'hui l'aménagement et les 3 terrains. Donc pour les 3 terrains, on attend toujours du matériel. Il y a une grande partie qui est livrée, que vous pouvez voir ici. Et normalement, d'ici quelques jours, ça va finir. Je suis content. On a voulu montrer le savoir-faire des entreprises maliennes. Bon, ils nous ont montré qu'ils sont à la hauteur. On a construit et aujourd'hui, le résultat est là. Cette réception technique est une étape majeure dans la réalisation du centre, dont la pose de la première pierre s'est déroulée en 2021. La réception technique, c'est l'une des étapes. Je suis content, très content d'ailleurs, parce que ce n'était pas donné. C'était pas donné pour pouvoir réaliser ces projets, arriver à ce niveau. Mais il faut le dire, ça a été fait avec le concours d'un bureau d'architecture malien. Avec des entreprises maliennes, c'est pour montrer que nos entreprises ont vraiment une certaine compétence. Ce centre, c'est l'avenir du football malien. Et ça a été approuvé, financé, accompagné par la FIFA. On veut faire un stade ici, moderne, de 10 000 à 15 000 places. Le projet est presque approuvé. Donc nous sommes dans notre rôle de régulateur, d'animateur pour développer le football malien. Après cette réception technique, les regards sont tournés vers la réception provisoire au mois d'octobre selon les responsables. Ensuite, ça sera l'inauguration officielle. Le ministre burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, professeur Adjima Tchombiano, a visité vendredi dernier l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. De l'Institut supérieur des sciences de la santé au campus de Nassau, la délégation ministérielle s'est imprégnée des conditions d'apprentissage des étudiants et la qualité des infrastructures éducatives. Elle a aussi été sur le site devant abriter le tout nouvel amphi lancé dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. À l'issue de la randonnée, le ministre repart satisfait de sa visite à Bamaka Yannick Dabiré et Sayouba Mamboné pour le compte-rendu. Voici à quoi va ressembler d'ici à octobre prochain le tout nouvel amphithéâtre de 1000 places surmonté d'un bâtiment de type R+3 de l'université Naziboni. Non loin de là, le ministre Tchombiano visite les ateliers de génie civil et des systèmes industriels. Toutes ces infrastructures modernes sont équipées de technologies de pointe de dernière génération pour offrir aux étudiants un enseignement de qualité. Cette université dans laquelle nous sommes est capable de sortir des produits finis, compétents, qui tranchent complètement avec toute la logique qu'on avait d'antan. Pour nous, c'est un tournant décisif. Et ce que nous avons vu ici, c'est exactement la même vision que nous avons pour toutes les universités. Site de l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA. Là également, le ministre de l'enseignement supérieur s'imprègne de l'état d'avancement des cours et des conditions d'apprentissage des étudiants. Le professeur Adjima Tchombiano est confiant. Tout se passe bien à Naziboni. Pour le cas de l'université Naziboni, je tiens vraiment à saluer l'engagement de tous les acteurs parce que, en tout cas, j'ai noté au passage que l'essentiel des filières, en tout cas, pourront normaliser leur année académique. Surtout si je prends les bacheliers de 2024. Et je reste confiant
à l'exception de quelques filières, que plus de 80% en tout cas pourront boucler leur année académique. En plus des salles de cours, la délégation ministérielle visite le laboratoire de biologie moléculaire, le jardin botanique et le centre technopole de l'UFR SVT. Ici, la vision du président du Faso est traduite en actions concrètes. Promouvoir les filières lait, viande et fruits et légumes. La capitale du Damagaram a abrité lundi dernier l'ouverture officielle de la 11e édition de la Journée des communes du Niger. Le thème retenu est « Gouvernance locale dans le contexte de la refondation ». Cet événement important pour la bonne marche de nos communes a été placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Compte rendu, Lawali Moutari Manassara et Suleiman Wali. Décor planté, amphithéâtre archicomble, l'honneur de la patrie entonné, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, parrain de l'événement, donne le top départ de la 11e édition de la Journée des communes du Niger à l'université André Salifou. C'est un moment de retrouvailles et de convivialité dans notre région est plus qu'historique. Car au-delà des possibilités d'échange entre les acteurs de développement à la base, sur les questions de gouvernance locale qu'il nous offre, il se déroule à un moment particulier où notre pays amorce son processus de refondation. Au-delà du thème central, d'autres thématiques d'importance, d'actualité seront revenues de ces journées, notamment celles relatives à la sécurité et à la cohésion sociale, la bonne gouvernance et l'amélioration de la croissance économique et de l'emploi. Lançant officiellement la journée des communes, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a de prime abord notifié que toutes les thématiques qui seront abordées pendant ces assises s'accordent avec la vision des plus hautes autorités de la refondation. Le rapport général des communes du Niger pour l'exercice 2024 montre, si besoin est, tout notre engagement à faire des collectivités territoriales un espace qui reflète nos réalités socio-économiques et qui répond aux besoins exclusifs des populations nigériennes. Des chansons et un sketch de sensibilisation sur le patriotisme, notamment le paiement des taxes municipales, ont permis de tenir le public en haleine. Les épreuves du judo dans le cadre des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel ont pris fin aujourd'hui. Il y a eu 20 combats, dont 3 finales. Dougatera du Mali a été le meilleur combattant des Jeux. Il a reçu des mains du ministre en charge des sports la clé d'une moto. La compétition s'est déroulée dans la salle de basketball du Palais des Sports Salamatou Maïga. Reportage Daouda Koni. Dougatera du Mali est le meilleur combattant des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel AES. Il a reçu une moto offerte par la marque Fanga pour son esprit de fair play et son jeu qui ont séduit les membres du jury. Il a aussi gagné la médaille d'or de la catégorie des moins de 73 kilos. Dans la catégorie des moins de 66 kilos, c'est le Nigérien Ismaël Alassane qui est sorti vainqueur au point dans un combat rude contre le Malien Daouda Dramé. Mahamadou Dougara du Mali s'est imposé en hippon face à son compatriote Oumar Sangaré. Vraiment très comblé cet après-midi et de tout ce qu'on vient de voir par les jeunes athlètes de Burkina, du Mali et du Niger. L'objectif de ces premiers Jeux, c'est d'abord que les jeunes puissent se connaître. C'est ça l'objectif principal. Et il y a eu les 3 pays qui forment un seul État. C'est les cadeaux qu'on vient de donner aux jeunes là, c'est pour juste les encourager. Des combattants extraordinaires qui avaient beaucoup d'énergie, qui avaient envie. Et je crois qu'on a une très belle soirée aujourd'hui où tous les acteurs des pays, des 3 pays, se sont vraiment donnés dans le domaine du judo. Et c'est le cadre ici de remercier et de féliciter tous les encadreurs, toutes les fédérations qui ont contribué parce que nous avons des combattants vraiment exceptionnels. Et ce cadre-là, nous avons eu des très bons prix. Et nous avons une surprise aujourd'hui parce qu'il y a un partenaire qui est venu pour nous dire que lui, il est un amoureux du judo
il aimerait faire un cadeau aux meilleurs combattants de judo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une première pour nous. Et nous avons cette très belle moto. Et nous avons un excellent combattant qui est là, qui est le meilleur combattant de judo aujourd'hui, dans le cadre des premiers Jeux de l'AIE. À féliciter. En tout, il y avait 20 combats en une journée. Les médaillés ont tous eu des enveloppes d'encouragement. Le troisième, en bronze, a empoché 75 000 francs CFA. Le médaillé en argent, 150 000 francs CFA. Et l'or, 300 000 francs CFA. Je le disais, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le Raïs du Tatarstan se sont rencontrés pour la première fois et ont eu un entretien, un tête-à-tête avant de rejoindre les deux délégations pour faire le point des accords déjà scellés dans le cadre de la construction de la raffinerie d'or du Mali, Kazan, une ville économique Paris aux couleurs du Mali pour magnifier les liens de coopération Mali-Russie. Les deux présidents ont échangé sur les secteurs qui peuvent être un plus à cette coopération outre celui des mines. À l'issue de la rencontre, les deux pays ont échangé le pacte d'actionnaires et le statut de la société de raffinerie du Mali. À suivre donc le reportage de nos envoyés spéciaux Sirabatili et Adama Kamara dans nos éditions futures. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.